Bonjour Olivier Lancy, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc associé chez Strategy End, entité de conseil en stratégie de PwC, spécialiste de l'industrie. On va donc parler de l'effet de cette loi Inflation Reduction Act sur les projets de décarbonation en Europe. D'abord, qu'est-ce qu'il y a dedans dans ce texte qui a été voté au mois d'août aux États-Unis? Alors, ce texte est issu d'une longue tentative législative des États-Unis pour mettre en place des dispositifs afin de réduire leurs émissions de carbone, parce que c'est l'objectif. Ouais. Et globalement, c'est un super système de subventions, 370 milliards d'euros pour tous les investissements qui sont liés à la décarbonation, aux énergies nouvelles. Et donc, on y retrouve dedans le photovoltaïque, les batteries, les voitures électriques, etc. Ouais. Donc effectivement, 370 milliards d'euros pour le climat, la santé, subventions pour les industriels américains, et pas que d'ailleurs. Est-ce qu'il y a déjà les premiers effets, parce que ça date du mois d'août? Est-ce que c'est une loi à effet rapide en quelque sorte? Alors absolument. Ouais. C'est même assez sidérant. Je vais vous citer quelques noms. Volkswagen qui décide d'investir plutôt qu'en Allemagne, pour un groupe allemand, ouais, aux États-Unis, avec une perspective de 10 milliards de subventions quand même. Ça, c'est sur des batteries, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. C'est sur des batteries. Northvolt qui avait un projet en Europe qui va le déplacer aux États-Unis. Donc entreprise suédoise. Entreprise suédoise. Ouais. Tesla qui a mis en pause son projet à Berlin pour le faire également aux États-Unis. Honda, LG, le plus gros producteur, l'un des plus gros producteurs de batteries, etc. BMW aussi pense investir en Caroline du Sud. Enfin, c'est un déferlement de projets, de gigafactory. On est à l'ordre, chaque pièce est à l'ordre du milliard ou de quelques milliards, ce qui est énorme en termes de construction d'usines et de lieux de production. Et on a en plus, je dirais, deux effets. D'abord, il y a un effet de promotion. Un certain nombre de groupes européens ont été contactés directement par les conseillers de la Maison-Blanche pour leur rappeler tous les bénéfices de ce système de subvention. Donc, c'est extrêmement proactif. On reviendra dessus sans doute. Et puis, vous ajoutez aussi le fait que l'énergie est moins chère aux États-Unis. On dit 4, 5, c'est peut-être au moins 3, mais c'est deux facteurs qui se cumulent, surtout dans ce type d'industrie, qui sont consommatrices d'énergie. La batterie, il faut les charger, il faut les faire. C'est très consommateur d'énergie. Et donc, vous avez des subventions massives, entre 40 et 70% de l'investissement. Encore une fois, c'est considérable. Je dirais même c'est énorme. Et une énergie pas chère et une démarche très proactive de l'administration américaine. Oui, ce que vous disiez, il y a eu un très bon papier dans les Échos, je crois que c'était vendredi dernier, avec notamment un témoignage de l'ancien ministre et commissaire européen Thierry Breton. Il raconte ça, il dit « Nous avons appris qu'une grande entreprise dans le domaine du retraitement avait été approchée par l'administration américaine qui lui proposait, écoutez bien, de financer jusqu'à 70% de son investissement, de lui garantir 10 ans de débouchés, de lui assurer un contrat en fourniture d'énergie à long terme 4 à 5 fois moins cher qu'en Europe. Cette loi, Joe Biden l'a sans doute imaginée, évidemment pour promouvoir la décarbonation très bien, mais dans un bras de fer avec la Chine. Mais est-ce que l'Europe est en train de devenir la victime collatérale de tout ça ? Alors, c'est assez, je dirais, une évidence, peut-être pas, mais en tous les cas, un véritable risque qu'il y a aujourd'hui. Le mouvement sur 6 mois est considérable. Il y a une ONG qui est sérieuse, je dirais, en tous les cas on peut faire confiance à ces analyses, qui dit qu'il y a 70% des projets européens liés à ces énergies renouvelables qui pourraient être menacés d'un transfert vers les États-Unis. Alors, ils reviendront peut-être, mais dans 2 ans, 3 ans, quand il s'agira de servir le marché européen, une fois qu'ils auront saturé et fait leurs usines aux États-Unis. Donc oui, actuellement, nous sommes agressés. C'est le terme du président de la République. Ces aides sont très agressives pour l'Europe. Avec quelle réponse de l'Europe? Parce que, évidemment, l'Europe fonctionne à 27, et donc cette rapidité que l'on loue d'un côté, on a du mal à la mettre en œuvre. Alors, avant d'aller sur qu'est-ce que fait l'Europe, je voudrais juste signaler que c'est un dispositif qui est très visible des États-Unis, parce qu'il y a ce montant, il y a ces gigafactories qui font facilement les titres des journaux, il y a ces noms de marques fantastiques, Volkswagen qui déménage une usine, enfin qui change un projet qui devait être en Allemagne. Oui, c'est frappant. C'est frappant. Mais ce n'est pas le seul élément d'une politique américaine afin de, je dirais, j'irai jusqu'au terme de protectionnisme. Il y a l'ITAR sur tous les biens qui peuvent être utilisés à la fois dans le civil et dans le militaire. Il y a le CFIUS pour les investissements étrangers, avec un contrôle qui est beaucoup plus strict et beaucoup plus puissant que tous ceux que nous avons en Europe. Sur les médicaments et la pharmacie, il y a une liste qui a été publiée 6 mois après le début du Covid, de médicaments que l'administration américaine veut voir fabriquer sur son sol. Donc,
On est là. Donc c'est le protectionnisme à l'œuvre. Global. En tous les cas, il y a une véritable stratégie dans pratiquement tous les comportements. La réponse aujourd'hui de l'Europe, elle est relativement faible. D'abord, elle est tardive, puisqu'on en parle aujourd'hui alors que nous avons effectivement les premiers effets concrets, les premières annonces sur lesquelles on ne reviendra pas, et que la loi date de l'été dernier, et qu'elle était en préparation avec justement un processus un peu qui a été cas 1 cas, mais qu'on connaît depuis 18 mois au minimum. Donc, premier point, elle est tardive. 2, elle est divisée. La version que la France a soutenue, par exemple, pour avoir un fonds européen équivalent, qui me paraît être un mode de réponse adapté, eh bien, aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir un accord européen sur ce type de sujet. Et donc, on est revenu à une réponse un peu à minima. Il y a 2 projets de loi européenne qui viennent de sortir. L'une sur, effectivement, les technologies vertes, avec l'objectif d'avoir 40% de nos besoins de technologies vertes produites en Europe. Une autre sur les métaux et l'approvisionnement des métaux dont on a besoin pour cette transition. Même chose, l'objectif de 40% de transformation de ces métaux en Europe. Mais c'est un objectif qui a aujourd'hui 0 financement dans cette loi. La loi ira à ce fantastique financement de 370 milliards de dollars. Il n'y a pas dans les 2 projets de loi européens. On ne peut pas mettre à côté combien l'Europe pose sur la table. On n'en est pas là. Pas vraiment. Alors aujourd'hui, la réponse financière, c'est de dire on a plein de programmes pour financer l'innovation, la recherche. On va les mobiliser plus rapidement. Si on veut le faire plus rapidement, on aurait pu le faire avant. Mais quels sont les arguments de ceux qui freinent en Europe ? Alors, il y en a plusieurs, mais globalement, c'est de dire on peut en profiter pour se développer aux États-Unis et investir sur ce marché. Il y a un certain nombre... les grandes entreprises allemandes que j'ai citées ont dit publiquement, pour nous, c'est une opportunité afin de nous développer sur le marché américain, qui est un peu en retard sur la partie développement des technologies durables. Donc, ils le voient comme une opportunité. Mais le transfert est tellement massif qu'on peut craindre que ce ne soit pas simplement un rattrapage, mais une bascule de leadership. Sur ces technologies, l'Europe a investi plus que les États-Unis depuis plusieurs décennies. Nous avons une légère avance sur les États-Unis. C'est l'une des seules qu'on pourrait avoir sans doute sur des domaines technologiques. Il y a une bascule qui risque de se transformer dans un siphonnage de notre avance technologique. Alors, il y a des négociations pour essayer d'assouplir en quelque sorte cette loi, cette Inflation Reduction Act. Ça donne quoi ? Il y a quoi comment dire, on s'exempte de certaines mises en œuvre de la loi, c'est ça ? Alors, il y a eu des tentatives, mais il faut imaginer quand même que cet acte américain a été voté dans une majorité qui est très courte. Toute l'histoire des 18 derniers mois et qu'un ou 2 sénateurs ont permis de faire la bascule. Il y avait d'abord un premier projet sur la construction qui a échoué. Finalement, celui-ci a réussi. Vous imaginez bien que dans un équilibre extrêmement serré qui a dû être négocié à la virgule près et au soutien près de chacun des sénateurs, on ne va pas, parce qu'on vient de l'extérieur, expliquer qu'il faut tout changer. Bien sûr. Donc, il y a aucune... Donc c'est à la marge qu'on va peut-être éventuellement... On aura peut-être quelque chose sur les crédits d'impôt pour l'achat de véhicules électriques, mais c'est le grand maximum. Sur tout ce qui est subvention de construction, il faut se faire aucune illusion, et c'est très connu du niveau européen. Mais est-ce que la France peut avoir une réponse à son niveau ? C'est-à-dire est-ce qu'on peut peser en dehors de l'Europe, je me fais bien comprendre. C'est-à-dire que si l'Europe ne va pas assez vite, est-ce que nous, on a une capacité d'inverser un peu cette tendance ? Alors, la réponse financière au niveau européen, comme je le disais, on dit on va mobiliser plus vite les fonds qu'on n'a pas utilisés, sauf que ce ne sont pas des subventions directes, ce sont souvent des appels à projets. Donc d'un côté, vous dites je vais construire une usine et vous avez le mode d'emploi et on vous dit on vous finance 40%, ce qui est quand même très rassurant pour votre investisseur. Et de l'autre, on vous dit je vais faire un concours de beauté et je vais peut-être ou pas gagner, ce qui est beaucoup moins rassurant. Donc ça, c'est le dispositif européen. Il y a de l'argent disponible, mais il répond surtout sur des sujets d'innovation, de recherche, avec ces appels à projets et pas de subventions directes d'investissement productif. Au niveau français, il y a une étude qui a été faite par le CEPI, qui est rattaché au Premier ministre, qui dit « Nous, on a France 2030, en pourcentage du PIB, de la valeur économique de notre pays, et si on compare aux États-Unis, on a un truc qui est à peu près aussi puissant, même un peu plus que l'IRA américain. » Alors, en montant absolu, c'est moins, mais il faut rapporter ça au PIB français. Encore une fois, la difficulté qu'on va rencontrer, et ce qui explique cette différence, c'est que là encore, on a des appels à projets. Donc, vous êtes un investisseur, vous allez aux États-Unis, on vous prête 40% de subvention, vous revenez en France, la poche est aussi grosse, mais on vous demande de faire un concours, un appel à projet, et vous avez l'aléa de savoir si vous allez gagner ou pas. Cette incertitude-là, elle est, je dirais, très
très importante dans la décision de l'investisseur et elle n'est pas favorable à une localisation en France dans ces cas-là. Merci. Même si ce dispositif existe. Merci beaucoup Olivier Lemoincy, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, le tourisme durable.